Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Figurez-vous que nous vivons dans un monde libéré des contraintes et des pesanteurs de l'hypocrisie et de la morale du passé. Bravo! Chacun est enfin libre d'assumer sa vérité, de construire sa liberté et de donner forme à ses bonheurs et ses malheurs. Quelle merveille, hein? On appelle cela le meilleur des mondes. C'est en passant le titre d'un roman de Aldous Huxley paru en 1932. Dans ce livre, la quête du bonheur était même garantie par une pilule appelée Soma, une substance qui garantissait la cohésion de cette société idéale. Grâce à elle, chaque personne était heureuse et ne revendiquait rien. On appelle cela de nos jours la psychiatrisation de la culture. Mathieu Bock y a réfléchi, mais à l'occasion d'une autre nouvelle. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a fait penser à la psychiatrisation? Parce que ce roman, c'est de 32, il y a autre chose qui s'est passé depuis. Oui, à peu près. Il y a une nouvelle qui est sortie dans le Figaro, tout simplement. Qui Journal français? Oui, le Figaro, le quotidien français, qui rapportait des études récentes nous indiquant que les humoristes partageraient certains traits d'individus psychiatrisés, schizoïdes, et ainsi de suite. Donc, les humoristes seraient finalement à quelques pas de la folie. Donc, la personnalité de l'humoriste serait en fait pas très loin de celle du schizoïde. Je crois que c'était ce qui était dit. L'humour est une fonction schizoïde aussi, de toute façon. À ce que j'ai noté à travers ça, parce que c'est une nouvelle parmi d'autres dans le grand flot d'actualité qu'on a chaque jour, c'est que de plus en plus, des personnalités sociales, disons, soit atypiques, soit des types sociaux particuliers, sont souvent psychiatrisés. Ou encore, on a cette volonté de réduire très souvent les émotions humaines, les sentiments humains, à les penser sous le signe de la pathologie mentale. Et un exemple, il y a tous les débats autour du DSM-5, l'espèce de bible de la psychiatrie, oui. La psychiatrie étend son domaine de plus en plus pour nommer les émotions, les sentiments, qu'il s'agisse de la colère, du coup de blues, de la déprime circonstancielle, du mauvais sang, de la mauvaise humeur. Elle étend son domaine chaque fois. Donc, ce qui était autrefois nommé par la culture, ce qui était autrefois nommé comme le vaste éventail des passions humaines possibles dans la vie, qui caractérise la condition humaine, c'est désormais pensé à la lumière du problème psychiatrique et qui exige conséquemment régulation psychiatrique d'une manière ou de l'autre. Et ce qui m'intéresse à travers ça, bien évidemment, c'est l'envers de cette question. Toute conception de la folie ou du désordre mental présuppose une conception de la rationalité. Et ce qui m'inquiète à travers ça... Recommencez ça a l'air profond ce que vous dites. Toute conception de la folie, toute conception du désordre mental présuppose une conception de la rationalité par rapport à laquelle elle se définira. Oui. Donc vous êtes fou par rapport à une norme, vous êtes fou par rapport à vous êtes déséquilibré, vous êtes psychiatrisable ou psychiatrisé à partir d'une norme. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le caractère de plus en plus réducteur de la rationalité officielle dans nos sociétés, de ce qu'on entend par une personne rationnelle et raisonnable, une rationalité de plus en plus beige, de plus en plus appauvrie, plus en plus neutre. Rationnel, raisonnable, c'est la même étymologie, ratio en latin, mais rationnel ce sont deux termes tout à fait différents. Oui, mais qui se recoupent néanmoins. C'est-à-dire le rationnel, c'est bien évidemment l'idée se conduit selon la raison. Oui, raisonnable, c'est la traduction sociale de cela. C'est raisonnable, qui est capable de faire de preuves de mesure, il y a une connotation morale, réserve, oui, qui n'est pas excessif. Pourtant, c'est à partir de ces deux concepts, d'une certaine manière, qu'on va définir le déviant psychique. Et bon. Et ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, donc, c'est cette pathologisation de ceux qui s'écartent des formes dominantes ou entendues de la rationalité. Revenons à l'humour comme étant un signe de schizoïdie ou de déviance psychologique. Est-ce que c'est pour ça qu'il y aurait de plus en plus d'humoristes dans nos sociétés et pas seulement au Québec? Est-ce que c'est une façon de chercher de l'oxygène face à cette pathologisation croissante? Je crois que dans une société qui étouffe en fait véritablement souvent l'expression de la liberté humaine, oui. Et chacun cherche finalement une porte de sortie pour regagner un peu d'oxygène. Alors, est-ce que l'humour, c'est une de ces manières? Peut-être. Pour d'autres, c'est la construction d'une vie un peu en marge des canons officiels de la société, tout simplement parce qu'en agissant à l'abri de la société, ou à tout le moins à l'abri des formes entendues du discours, formes entendues de la bonne norme sociale, la bonne morale sociale, eh bien, faisant dissidence minimalement, j'ai l'impression de reprendre contrôle sur ma propre vie. Mais ce qui est visible à travers ça, c'est, vous le noterez, ce sont des nouvelles qui arrivent souvent dans l'actualité, mais qui reflètent une certaine
certaine tendance, même dans la sociologie. Aujourd'hui, c'est les personnalités d'exception. Et par personnalité d'exception, je ne veux pas simplement dire le général de Gaulle, là. Les personnalités d'exception, les personnalités dites marginales, et on a le marginal à la fois confus et facile, eh bien, on suppose toujours qu'il y a à l'origine de ça une pathologie. Autrement dit, vous voulez être un grand homme politique, par exemple, vous avez une espèce d'aspiration à la grandeur, eh bien, vous êtes atteint de mégalomanie. Vous êtes une amoureuse passionnée, une amoureuse qui est à la recherche toujours des sensations les plus exaltantes. Alors, on va vous trouver une autre névrose, certainement, et je crée cette société où on trouvera le moyen de nommer chaque passion humaine, un tant soit peu intensément vécue, sous le signe de la névrose, et on trouvera la pilule qu'il faut pour chacune d'entre elles. Mais Mathieu, qu'on appelle tel ou tel comportement ou aspiration une névrose, j'ai rien contre, mais la question fondamentale est de savoir est-ce que la névrose veut épuiser la signification de tel ou tel comportement. Dire que quelqu'un a un comportement névrotique, ça n'enlève pas son génie, ça n'enlève pas son intelligence. Une névrose peut être créatrice et beaucoup de gens et des psychiatres le reconnaissent. D'accord, dépendamment de ce qu'on entend alors par névrose, c'est-à-dire ce qui, parce qu'on aurait compris dans cette psychiatrisation de la culture dont je parle, elle s'accompagne souvent, hélas, d'une ce que j'appelle la régulation pharmaceutique des émotions. Oui. Donc c'est une société finalement où c'est assez bien documenté, où finalement l'augmentation de la consommation des antidépresseurs, par exemple, ou la consommation excessive, aller en classe, ainsi de suite, c'est une société qui, plutôt que de se questionner sur ces dysfonctionnements sociaux, culturels, politiques, qui contribuent à la formation, à la déformation d'une personnalité, à l'établissement d'un cadre favorisant l'expression d'une personnalité épanouie ou non, heureuse ou non, plutôt que de réfléchir à ces cadres, plutôt que de réfléchir à la liberté humaine, plutôt que de réfléchir à la possibilité créatrice de l'individu de bâtir minimalement sa propre vie tout en respectant des codes sociaux. Eh bien non, on décide simplement finalement une espèce de régulation pharmaceutique des émotions. Donc vous allez mal à cause de, peu importe, une espèce d'assujettissement par la pilule. J'ai l'impression, Mathieu Bock-Côté, qu'on a tué le bourgeois dans les années 60, mais le bourgeois est revenu sous la forme du pharmacien. Ah, ça c'est très bien dit. Ben, ça c'est très intéressant parce que effectivement, quand on pense aux années 60, 70 plus que 60, c'est toute la mode des anti. Hein. C'était la mode de l'antipsychiatrie, de l'anticulture, ou la contre-culture, c'est anti. Donc on s'opposait aux formes dominantes de la rationalité bourgeoise parce qu'on considérait qu'elle étouffait véritablement la liberté humaine. Il y a dans le discours, ici il y a quelque chose d'absolument exaspérant dans le discours des contestataires 68 arts et des hippies et tout ça, cette espèce de volonté quelquefois d'une existence originelle, pure, authentique, délivrée de toutes les médiations. De l'autre côté, il y avait une espèce de contestation qui avait du sens lorsqu'on disait nous voulons élargir les domaines de la liberté. Oui. Le modèle bourgeois entendu n'est pas le seul, petit bourgeois n'est pas le seul possible. Oui. Et ce à quoi on assiste, je crois, aujourd'hui, c'est que cette espèce de régulation sociale par la morale conventionnelle est aujourd'hui reconduite, mais sous un nouveau visage, au nom, justement, d'une personnalité délivrée de ses angoisses, une forme d'hygiénisation aussi, tentation hygiénique dans la culture, d'aseptisation de la culture. Donc, c'est le retour à une forme de normes, non pas créatrices, non pas fondatrices, mais quelquefois étouffantes, tout simplement. Une norme bête et étouffante. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus d'une norme qui affirme un modèle tout en tolérant qu'il y ait un espace de liberté aux alentours, mais qui dit qu'il n'y a qu'une manière, finalement, d'instituer la rationalité humaine. Vous connaissez Lucain, le poète satiriste du 2e, 3e siècle? Aucunement. On lui prête cette formule latine « Humanum paucis vivit genus », qu'on peut traduire de deux façons. Le genre humain vit par peu de gens ou vit pour peu de gens. Est-ce que la liberté, au fond, et vous semblez le dire, et le fait des marginaux ou d'une minorité de gens. On peut pas imaginer toute une société de gens qui assument leur liberté. Et ça serait le bordel. Paul Valéry, ce que vous me dites là, c'était repris à plusieurs reprises dans l'histoire. Paul Valéry nous dit très peu de gens ont les moyens d'avoir une existence libre. La plupart se contentent d'exister. Oui. On va retrouver ça chez Bernanos aussi. Je n'irai pas jusque-là. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'homme qui vit dans la norme, l'homme qui vit dans les conventions sociales acceptées, n'est pas libre. Je ne crois pas que la seule liberté possible est dans les marges. Je ne crois pas qu'on a de liberté que contre la société. Non, mais les marges sont pas contre la société, les marges sont en elles-mêmes. En elles-mêmes, mais quelquefois il y a des marges aussi contre la société. Mais les marges sont en elles-mêmes, mais il y a aussi une liberté possible, évidemment. Elles sont contre, tout contre. Oui, bien sûr. Comme disait Sacha Guitry. Mais une fois que c'est dit, il y a une liberté bien évidemment possible dans l'institution, dans les. C'est pas pour rien, je vais me dire qu'une société adopte un certain modèle de comportemental, une certaine norme, oui. Et qu'elle l'institue et qu'il se reproduise et qu'il y a une certaine
certaine valeur à l'intérieur de ça qui convient à bien des gens qui trouvent manière de vivre leur liberté là-dedans. Oui. Et c'est très bien. Et j'ajouterais qu'il est bien que une société ait un centre, un système normatif. Une société ne peut pas exister simplement à travers l'infinie diversité des points de vue de ceux qui l'habitent. C'est le chaos. Et le début de la tyrannie. Oui, les deux viennent ensemble. Il faut des normes, il faut des traditions, il faut des habitudes culturelles, mais je dirais que toute norme, toute tradition, toute habitude doit avoir la conscience de ses propres limites et savoir qu'elle n'épuise pas le genre humain. Mais comment peut-elle y arriver? Comment est-ce qu'une norme, Mathieu Bock-Côté, une norme sociale peut avoir conscience de ses propres limites s'il n'y a pas quelqu'un en dehors de la norme pour lui dire tu es une norme relative? Justement, la question est de savoir quel discours on porte sur les marges. Et ça, c'est la chose assez intéressante. Ce qui m'inquiète dans le discours, ce que j'ai appelé la psychiatrisation de la culture, c'est cette idée, finalement, que la marge, peu importe comment on la définira, parce que le mot marge ne veut pas dire grand-chose s'il n'y a pas un centre. Être marginal en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais la tentation de définir l'excès, la marge, tout ce qui déborde du cadre entendu comme une pathologie appelée à revenir à l'ordre finalement. Il y a une forme de régulation sociale étouffante pour la liberté. Pour les libertés, revenez dans l'ordre. Faites comme tout le monde. Sinon, vous aurez la figure du dissident culturel ou psychiatrique. Et ce n'est pas notez que ça va plus loin. Hein. Pensez par exemple à la politique. Aujourd'hui, le langage psychiatrique se pense de plus en plus pour nommer les opinions politiques qui sont les phobies, hein, l'espèce de la question que pose l'époque. Êtes-vous phobe? Alors, vous êtes critique de l'Union européenne, vous êtes europhobe, vous êtes critique des politiques d'immigration, du multiculturalisme, vous êtes xénophobe, vous êtes défenseur de la famille traditionnelle, vous êtes homophobe. Alors, ce vocabulaire de la phobie sert encore une fois à disqualifier l'autre point de vue. Parce que si vous êtes fou, pourquoi parlerais-je avec vous? Si vous êtes fou, je vais vous soigner. Comme quoi, c'est le phobe d'être dans la marge. Jeu de mots. Jeu de mots en plus, pour le prix d'un. Mais je note cette tentation. Donc, si je suppose que le désaccord avec la norme n'est pas une autre expression possible de la liberté, mais c'est simplement le signe d'un dérèglement psychique, eh bien, je vais vous soigner. Et ça pose les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état thérapeutique. Un état thérapeutique qui, justement, traite la société comme un grand corps malade à soigner. Je suis pas certain que ce soit la meilleure manière d'honorer la liberté politique. Le paradoxe, Mathieu, c'est que dans les sociétés qu'on dit traditionnelles, primitives, arriérées, tout ce que vous voulez, il me semble qu'il y avait beaucoup plus de marge pour les marginaux, parce qu'ils avaient un sens métaphysique divin. Le fou, Dieu parlait par le fou. Bien sûr. Dans beaucoup de sociétés musulmanes, encore aujourd'hui, moi j'étais au Maroc il y a quelques années, il y a des pauvres qui mendient dans la rue et ils semblent avoir une dignité. Les gens leur parlent. C'est pas des gens qu'il faut cacher. Ils sont là parce que ils représentent Dieu. Dans nos sociétés modernes, où on a tendance à tout catégoriser, où rentre le pauvre, où rentre le marginal, où rentre celui qui est ailleurs. C'est-à-dire, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, je crois qu'on a aboli l'idée de fonction sociale. Hein. C'est-à-dire, l'idée qu'il y ait une fonction légitime aux marges à la manière d'un perpétuel rappel. Fonction en fonction de quelque chose qui dépasse le social. Il n'y a de fonction qu'à partir de quelque chose d'autre. Donc, mais de transcendant. Oui, bien sûr. Donc, la fonction de la marge, entre parenthèses, consiste à nous dire qu'une société ne s'épuise jamais dans ses modèles dominants. Oui. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que le modèle dominant est illégitime. Ce qui ne veut pas dire que la norme ne doit pas... Mais il a une fonction également. Oui. Cela dit, il ne faut pas basculer toutefois, justement, dans ce qu'on pourrait appeler la manie de l'antipsychiatrie. Dans les années 70, quel était le message d'antipsychiatrie? C'est dans une société fondamentalement aliénée, le fou est celui qui a accès à la vérité. C'est-à-dire, puisque tout le monde est fou, tout le monde est aliéné dans cette société débile, alors le fou, le psychiatrisé, c'est en fait celui qui a accès à une vérité absolue, une vérité qui est refoulée dans les marges du social. Autrement dit, on reconduisait finalement la fonction sociale de la folie comme ayant accès à une forme... on renversait le rapport de force. Oui, mais on nous disait autrefois, le fou parlait à Dieu, là, il parlait à l'authenticité de la condition humaine, à la libération. Je pense pas qu'il faut basculer là-dedans d'aucune manière. Je n'ai ni mépris, ni condescendance pour ceux qui veulent une vie dans les cadres attendus de la société, d'autant qu'à 99%, je partage leur mode de vie. À chacun son petit pourcent. Marginal? Non, pas du tout. J'ai un petit pourcent marginal en cachette que je dissimule.
Mais en combien de décimales et derrière la virgule? Oh, très peu. Alors, non, ne vous inquiétez pas, je suis vous m'inquiétez, je suis un petit bourgeois heureux de l'être. Mais une fois que c'est dit, je m'inquiète juste de cette tentation, parce qu'elle est politique. Il faut bien comprendre. Vous savez, mon obsession de penser à la liberté politique. Ça, c'est le mot qui revient tout le temps chez vous. Mais inévitablement, qu'est-ce que le politique? C'est le mode de régulation des rapports entre les hommes. En fonction de quelle norme? Or, la question, c'est à partir du moment où vous privez une partie de la population de sa rationalité, et bien vous les privez potentiellement de leur citoyenneté ou de leur légitimité comme participants au corps social. Oui. Et la liberté politique, évidemment, c'est le sel de la civilisation occidentale. C'est le plus c'est une espèce d'héritage génial, la possibilité pour les hommes de délibérer librement sur les finalités de l'ordre social. Sauf que cette liberté s'est décrochée de son référent transcendant, malheureusement, et il se suffit à lui-même. Oui, il devient tyrannique. C'est-à-dire que dans la modernité, la transcendance est une transcendance vide, souvent. C'est-à-dire, mais l'idée de transcendance doit être préservée. L'idée que quelque chose nous dépasse, peu importe la manière de le nommer, est indispensable à la liberté politique. Cela dit, si vous excluez du corps social de plus en plus de pans de la population, parce que vous leur trouvez des phobies, des névroses, vous les désignez candidats à la psychiatrisation, eh bien, c'est la liberté politique qui tombe et vous reconduisez à partir d'un nouveau langage, une société où il y a deux types de citoyens. Ceux qui sont assez éclairés ou habilités qui sont habilités finalement à la discussion publique parce qu'ils sont assez éclairés, parce qu'ils sont conformes au code actuel de la rationalité, et les autres qu'on croira inondés de passion, inondés de préjugés. Allons plus loin, Mathieu. Allons plus loin, parce que tous ces gens qui sont exclus du système normatif, si vous voulez, formeront des communautés parallèles, et ce qui explique nos sociétés occidentales qui sont morcelées en plusieurs communautés. Différentes. Parce qu'on n'a pas le principe d'intégration. C'est-à-dire, un principe d'intégration permet justement au centre et à la marge de se rencontrer. C'est ça. Bon. Lorsqu'on a perdu ce principe d'intégration qui nous rappelle que nous formons, malgré notre infinie diversité, un tout qui s'appelle une cité, qui s'appelle une nation, qui s'appelle plusieurs manières de nommer le lien politique, lorsqu'on perd cette référence, eh bien, à partir de là, oui, il y a un morcellement de la société plus qu'inquiétant. Et je note... Et la pilule, j'imagine, devient le nouveau ciment de la société? Ben, c'est que c'est la manière de réguler, finalement, plus la société se dérègle, plus elle doit être médicalisée pour empêcher que ces tensions sociales réelles ne livrent leurs effets politiques, ne livrent leurs effets culturels. Plus une société est dysfonctionnelle, plus sa régulation pharmaceutique devient indispensable. Et moins elle risque. Et la liberté et le risque sont intimement liés. Oui, bien évidemment. Donc là, et à partir de ce moment-là, il y a une neutralisation de la liberté qui est le fait des sociétés contemporaines. Et de la vérité. Vous n'avez pas dit le mot vérité, mais les deux sont ensemble. C'est-à-dire la possibilité de la vérité, c'est un critère discriminant finalement dans le rapport au monde objectif. C'est une longue phrase très profonde. Allons-y lentement, Mathieu, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. La vérité présuppose, c'est un critère discriminant qui présuppose l'idée d'un monde objectif, d'un réel extérieur à ma subjectivité. Qui fonderait ma subjectivité. Voilà. Or, si à partir de ce moment où vous dites que rien n'existe, que tout n'est que dans le regard, tout est dans la subjectivité, à partir de là, la désobjectivation du monde, cette désubstantialisation du monde est une déréalisation. À partir de là, le critère de vérité est congédié. Mais j'en reviens au critère qui me semble pourtant le plus important, qui est le critère de liberté. C'est-à-dire le critère de liberté politique, mais de liberté intellectuelle aussi. Il nous permet juste, dans nos sociétés, il présuppose un substrat de civilisation. Et c'est la chose qu'on oublie toujours, me semble-t-il. Nous voulons retenir de la civilisation occidentale ces grands principes politiques en oubliant la civilisation qui en a accouché. Oui. Et laquelle? Civilisation chrétienne, civilisation aussi qui tire une partie de l'héritage gréco-latine, civilisation aussi qui, par la modernité, se refonde sur le principe de l'État-nation, et l'État-nation est un peu plus vieux que ça, donc tenant compte de la diversité de ses héritages. Donc à partir du moment où vous congédiez l'idée de civilisation, à partir du moment où vous congédiez le substrat culturel à partir desquels les grands principes de liberté se sont institués, eh bien vous perdez le sens de la liberté, vous perdez le sens de la cité, et je ramène ça, après ce long détour, tout simplement dans nos vies bien ordinaires, nos vies bien quotidiennes aujourd'hui. Il y a un livre très beau, La peur de l'insignifiance nous rend fous, de Carlos Strenger. Comment il s'appelle? Carlos Strenger. Strenger ou Strenger? Strenger. S-T-R-E-N-G-E-R. Un livre absolument magnifique. La peur de l'insignifiance nous rend fous, et il se demande comment aujourd'hui dans les sociétés contemporaines, les gens ont une peur terrible de rater leur vie. Et ils veulent tous être originaux, hein? Mais c'est-à-dire, il y a deux choses, c'est-à-dire il y a la quête de l'originalité, la chose la plus banale qui soit, paradoxalement, mais il nous dit, notre société finalement a enfermé la réussite sociale dans deux catégories.
prix. Soyez riche, soyez célèbre. Si vous n'avez pas ça, vous êtes un raté d'une manière ou de l'autre. Oui. Et Stranger nous dit, à partir de là, on a réduit considérablement les modèles à partir desquels il est possible de penser une vie réussie, une vie accomplie, une vie achevée. Eh bien, de la même manière, à partir du moment où vous réduisez à une forme de petite bourgeoise, pour le dire de manière caricaturale, quand vous réduisez à la forme petite bourgeoise la rationalité, oui. Eh bien, vous nous dites qu'il n'y a qu'une seule manière d'être rationnel dans notre société, et sinon, pour le reste, vous existez dans les marges. Or, je rappellerai ici la vertu des marginaux dans le bon sens du terme, il nous rappelle tout simplement qu'il y a plus d'une manière de vivre sa vie. J'ajoute une chose, il nous rappelle aussi qu'il y a différentes natures dans la société. Ça, c'est un beau qu'on va devoir redécouvrir. Le mot de nature, c'est-à-dire, il n'y a pas... Ça, on fera 3 chroniques là-dessus. Mais Mathieu, il y a quand même une chose que je dois vous dire. D'une manière de vivre sa vie, il n'y a plus d'un tempérament. Il n'y a plus d'un tempérament dans la société. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un lien organique entre la norme et la marge. Je veux dire, le marginal, vous ne pensez pas que c'est le poumon d'une société qui... Elle assure la stabilité générale, mais le marginal assure le vent de liberté, de folie, l'oxygène dont une société normale a besoin. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il a une fonction de liberté, je dirais presque transgressive, malgré le marginal est transgressif malgré lui. Malgré lui, voilà, oui. Parce qu'il n'a pas choisi d'être marginal. Non, il y a des transgressifs embêtants qui veulent transgresser pour transgresser, mais normalement, ça fait de l'art contemporain. Mais, bon, j'ai dit ça à la manière d'une méchanceté. Petit bourgeois. Mais cela dit, plus sérieusement, ceux qui sont marginaux malgré eux. Ah, ça, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire pour être fidèle à sa vérité, pour être fidèle à son être réel, à sa nature, la fidélité à sa nature l'amène à être en désaccord avec les formes attendues de la réussite sociale ou de la rationalité sociale. Eh bien, une société qui n'est pas capable d'entendre cet écho légitime de la marge, qui n'est rien d'autre qu'une reconnaissance de la diversité des natures, la diversité des tempéraments, la diversité des personnalités, des aspirations, mais c'est une société qui, tout simplement, ne donne plus de place à la diversité humaine et c'est une société assez triste. Et je vous rappelle que le mot original se rapporte à origine. Bien sûr. Alors on pense que c'est l'inverse. Mathieu, merci infiniment. C'est un grand plaisir.